Bonjour, bienvenue à Expérience 4.0, un autre épisode de petite capsule qu'on va parler d'automatisation marketing. Moi, je suis Simon Lemire, directeur du développement des affaires du groupe Lacoste. Puis aujourd'hui, évidemment, j'ai mon associé Anthony Lacoste, directeur des opérations et de la stratégie du groupe Lacoste. Donc, pour parler d'automatisation marketing, donc en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on veut automatiser, dans quel but, puis comment ça vient faciliter un peu le travail aussi, un peu des vendeurs, parce que, évidemment, c'est basé encore une fois sur la donnée. Donc, je rentre pas dans le sujet trop en intro. Je laisse Anthony nous en parler davantage. Je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Salut mon Tony. Salut, ça va bien? Yes, toujours aussi bien toi? Très bien. Bon, là, en ce temps de pandémie, on a un plexiglas devant nous. Donc, on s'en excuse pour ceux qui nous écoutent ou qui regardent aussi sur YouTube avec ce décor bleuté dans l'univers d'Expérience 4.0. Mais je vous dis bienvenue. Puis, encore une fois, un beau sujet aujourd'hui sur l'automatisation du marketing. Un sujet quand même de l'heure. Encore une fois, là, je dirais que tous les sujets qu'on parle là, sont de l'heure, sont d'actualité. Mais celui-là, il commence à tétiller un peu. T'sais, en quoi ça consiste, l'automatisation marketing? On parle de publicité numérique, qu'on parle, est-ce qu'on affiche encore sur des panneaux publicitaires à 40? Pas nécessairement. Ça commence à changer beaucoup. On a eu un ancien podcast ensemble sur les intégrations. C'est un peu connexe à ce sujet-là aujourd'hui de l'automatisation marketing parce que, je le répète, automatiser quelque chose, tu as besoin de la donnée. Où est-ce que tu vas chercher ta donnée? Il faut que tes systèmes se parlent. Fait que je vais te laisser en dire un peu plus. Toi qui es directeur des opérations et de la stratégie chez Groupe Lacoste, notre entreprise, tu as beaucoup d'entreprises quand même qui t'en parlent. Ah, OK, ça serait le next step en termes de niveau de maturité numérique. Avant de rentrer trop dans comme le fonctionnement, le workflow, tout ça, qu'est-ce qui nous amène à parler de ça aujourd'hui? Oui, on s'en fait parler, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous amène à parler de ça? Oui, mais en fait, merci pour l'introduction. Très bien, soit dit en passant. Qu'est-ce qui nous amène à parler de ça aujourd'hui? Un élément majeur, je pense qu'on en aurait parlé quand même, mais ça fait que bouleverser un peu puis donner un petit coup de pied en arrière pour faire le changement. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des changements au niveau du tracking, de la publicité numérique. Ouais. Ceux qui en font déjà, qui travaillent peut-être avec une firme qui les aide ou à l'interne, se sont fait avertir qu'il allait y avoir un changement. Ils ne savent peut-être pas nécessairement c'est quoi qui se passe, mais essentiellement, ce qui se passe actuellement dans l'industrie, puis je suis loin d'être un expert en publicité numérique, donc encore une fois, je ne veux pas m'avancer trop profond et dire des choses qui ne seraient pas vraies. Mais essentiellement, ce qui se passe, c'est que la capacité à tracker, donc à suivre des actions d'un utilisateur, d'un consommateur sur Internet, devient de plus en plus limitée dû aux règles de la sécurité privée et vraiment de la confidentialité au niveau des données. Ce qui est en soi une bonne chose, je dirais. Oui. À titre d'exemple, c'est comme quand on visite, mettons, un site web, là, ceux qui vont visiter Adidas ou Simons là, pour les gens qui sont un peu consommateurs ici au Québec. Puis après, tu t'en vas sur Facebook, puis là, tu te fais targeter, tu te fais suivre. Exactement. Ça, c'est un exemple parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que là, toutes ces données-là qui permettent de recibler, puis encore une fois, je vois en très superficiel, mais essentiellement, c'est que, on a des plateformes telles que, par exemple, Apple, qui ont des appareils mobiles. Donc, on fait des recherches là-dessus. On va naviguer sur leur navigateur, que ça s'appelle Safari, qu'on va sur Chrome. Peu importe le navigateur que vous allez utiliser, que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone, ce qui se passe, c'est qu'eux enregistrent ces données-là. OK? Ils gardent une trace. Puis, ces données-là sont exploitables ensuite par la suite pour faire du recyclage. Puis là, ce qui se passe, c'est ça. Ils ont bloqué ça pour la privatisation des données. Et ça fait en sorte que là, tranquillement, pas vite, sur une certaine période de temps, il y en a quelques-uns qui parlent d'une période d'1 an ou 2. J'ai l'impression que ça se passe même encore plus vite que ce qu'ils disent. Prévu, ouais. Encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet, mais essentiellement, ce qui se passe, c'est que la technique du reciblage, du remarketing, du retargeting, tout le même mot qui veut dire la même chose, qui est en soi une technique de conversion quand même assez efficace. Tous les gens qui font de la publicité font cette technique-là, qui est de recibler les gens, là, comme tu disais, quand après la visite d'un site Internet, va venir à disparaître. Donc, on pourra... Tranquillement, pas vite, faut comme changer notre fusil d'épaule. Exactement. Pour qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Donc là, ça vient à disparaître. Ça, c'est ce qui se passait avant. Puis là, on est un peu dans le in-between entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer après? Personne ne peut vraiment le prédire. Je vais pour le moment dire que ces entreprises-là, il faut qu'ils fassent de l'argent. Les Facebook de ce monde, puis la façon de faire de l'argent, c'est la publicité. Ils vendent des données. Ouais. Donc, ils vont sûrement trouver une façon ingénieuse. C'est peut-être, à mon avis, une façon masquée et
cute de donner une certaine fausse impression de sécurité. Ça, c'est mon avis personnel, mais après, le futur nous le dira. On le contrôle pas de toute façon. Fait qu'à un moment donné, faut le prévoir. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévoir? Exactement. Et en tant que petite entreprise d'ici, avec les PME qu'on accompagne au niveau du manufacturier, bon, on n'a pas le monopole comme des grandes entreprises qui ont peut-être accès à ces secrets-là davantage avant les autres ou qui vont avoir certains passe-droits ou quoi que ce soit, comme les grosses marques à l'international. Ben là, essentiellement, il faut se retourner vers de nouvelles solutions. Puis, c'est pour ça que je trouvais intéressant aujourd'hui de rentrer un peu plus en profondeur sur le concept d'automatisation du marketing qui était déjà connu auparavant. Donc, c'est pas nouveau nécessairement. Mais là, avec ce qui se passe, tranquillement, pas vite, ça nous amène à parler d'un sujet qui est assez important, puis c'est la maîtrise de ses propres données. Okay? Intéressant. Parce que ce qui se passait auparavant, je pense pour ceux qui sont capables de lire entre les lignes, essentiellement, toute la publicité qu'on faisait ou ce qui était possible d'être fait se base sur des données qu'on n'a pas vraiment la propriété. Donc, c'est des données qui appartiennent à Google, à Facebook ou à n'importe quel média. Ils nous les vendent en soi pour aller cibler des gens, mais on n'a pas ces données-là, théoriquement. Puis, ils nous les montrent bien comme ça leur chante. Versus quand on a le contrôle de nos données. Évidemment, en tant que PME, on en a moins que Google. Oui, non, okay. c'est clair. Par contre, on est rendu à un monde, je trouve, un peu plus au niveau de la qualité, plus que le volume. Oui. Du moins en B2B, dans le manufacturier. Là, je parle pour notre domaine. Ouais, notre niche. Là, notre niche, je trouve que ça devient intéressant puisque, vu que maintenant, on n'est plus capable de recibler ou de faire quoi que ce soit, bien là, ça va devenir de plus en plus important dans les prochains mois, années, même très rapidement, d'avoir le contrôle sur ses propres données et d'être capable de les utiliser pour faire son propre marketing en n'ayant plus de dépendance envers des compagnies médiatiques qui nous vendent des données en réalité. Ce que je trouve une bonne chose. Il y en a qui ont déjà fait le pas. Il y en a qui l'ont déjà fait il y a quelques mois, quelques années auparavant. Ça se faisait beaucoup pour les gens qui font beaucoup de marketing par courriel, essentiellement, c'est ce qui se passe. Avant, c'était vu comme étant une bonne technique. Là, il y a un moment donné, ça a été dit que ça ne fonctionnait plus. Ça a toujours fonctionné, en fait. Puis aujourd'hui, ben, je prône énormément ce canal de communication-là qui était déjà à la hausse. Mais je pense qu'il va continuer à monter à la hausse vu la baisse au niveau de la publicité numérique et tout. Je pense qu'il y a une certaine conscientisation qui se passe actuellement dans l'industrie. Donc là, c'est ce qui se passe grosso modo. Où est-ce qu'on était avant, où est-ce qu'on est à peu près là, puis où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment du marketing basé sur ses propres données. Ses propres données. Puis c'est intéressant parce que je pense qu'on va être plus personnalisé avec cette approche-là. Mais je pense que c'est quand même important de dire aussi à ceux qui nous écoutent aussi, peut-être qui sont peut-être plus néophytes, puis c'est correct en termes de publicité numérique, mais je pense pas que ça va disparaître. Ça va juste être moins axé sur des comportements qui sont pas nécessairement tangibles. C'est basé sur des adresses un peu nuagiques. Grosso modo, suite à mes lectures, encore une fois, j'ai parlé à quelques experts aussi dans le domaine, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que plutôt que d'être capable de faire du ciblage par utilisateur, par personne individuelle, tranquillement, le modèle de tracking va s'en aller plus sur un modèle par cohorte, par groupe, par ensemble de personnes partageant des intérêts ou des caractéristiques publiques similaires. Mais publiques aussi, tu sais que ça, on ne sait pas là, mais ultimement, ça va peut-être être des gens que publiquement sur les médias sociaux, par exemple, on prend LinkedIn, il y a des choses qui sont dites de façon publique que ça va permettre à ce réseau social-là de les mettre dans un gabarit de targeting un peu. Mais ça sera à déterminer. Fait que c'est pas à négliger. Donc, ça va pas disparaître, on s'entend là-dessus. Ça va simplement changer. Je pense tout simplement, ça c'est mon hypothèse personnelle, je pense juste qu'on va avoir moins de contrôle granulaire au niveau des données sur un individu en particulier, sur une entreprise clé. Chose qui est hyper important, surtout en B2B, surtout pour les manufacturiers qui n'ont pas nécessairement 10 000 clients. Ils en ont peut-être 50, mais les 50 ramènent je ne sais pas combien par année. Ils n'ont pas 56 millions de personnes avec qui ils font affaire. Donc, cet aspect de personnalisation et d'être très granulaire est hyper important. Oui. Pour les marques, ça, je n'aventure pas là-dedans, mais tout ce qui est le marché du détail, etc., je pense que ça va rester la publicité. Je ne suis pas un expert, fait que je ne peux pas en parler davantage. Ça va être encore bon. Là, je parle vraiment pour le domaine du manufacturier, pour le B2B. Ceux qui en faisaient, il va falloir tranquillement adapter son fusil d'épaule, sans nécessairement changer d'épaule. C'est intéressant, j'aime ça. Puis là, pour ceux qui disent, bon, OK, l'automatisation marketing, c'est un peu faire du marketing en utilisant ses propres données. Bon, c'est quoi l'automatisation du marketing? C'est que tu automatises des actions, tu automatises du contenu, tu automatises quoi?
Bon. De où ça part, mettons? Bien, essentiellement, l'automatisation du marketing, comme plusieurs autres termes dans le domaine du marketing en général et du domaine des affaires, il y a souvent des buzzwords. L'automatisation marketing en est un. Essentiellement, ça part du concept de ce qu'on appelle la génération de leads, lead generation en anglais, qui est essentiellement de générer des informations d'un nouveau prospect suite à ce que lui-même ait fourni ces informations. Donc, on peut penser aux exemples simples là, d'abonnement de newsletter, d'abonnement à un parcours pour recevoir du contenu gratuit, puis là, tu dois donner ton adresse courriel ou quoi que ce soit, information, là, dépendant de la profondeur. Mais tout ça part un peu de ce dérivé-là, qui est cette méthodologie-là qui s'appelle le lead generation. Ouais. Puis là, est venu de ça l'automatisation marketing. Parce que là, avant, c'était simple. Puis là, tranquillement, le terme s'est métamorphosé. On aime bien ça en marketing, mettre des beaux termes pour rendre ça plus intéressant, mais c'est un peu la même chose. Mais là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est qu'essentiellement, on est capable d'automatiser certaines tâches, en fait, quasiment toutes les tâches, d'un point de vue marketing, suite à l'action qu'un utilisateur aurait pris sur un canal numérique. Ouais. Exactement. Qui t'appartient. Ça peut être ton site web, tes réseaux sociaux, peu importe. Mais il faut que ça soit, pas un comportement fait un peu out of the blue, mais... Bien, là, je dirais encore une fois, auparavant, oui, parce que c'est un autre sujet, ce qu'on parle de les données d'intention d'achat, le intent data, qu'on utilise beaucoup dans une technique là, de marketing qui nous permettait d'avoir des signaux d'alerte sur certains comportements qui se passaient sur des canaux numériques qu'on ne contrôlait pas nécessairement. Il existe des grosses bases de données, des services comme ça. Encore une fois, je pense que, puis je connais ça, on utilisait ça, puis c'était intéressant comme base de données, comme système. Là, avec ce qui se passe avec la disparition des cookies, j'ai l'impression que même ces plateformes-là vont en être affectées parce que ça dépend un peu tout des mêmes processus, des mêmes technologies. Mais encore une fois, l'automatisation marketing ne perd pas de son importance à cause de ça. Au contraire, ça fait juste marteler le point qui est, aujourd'hui, vous devez contrôler vos données. Ayez vos données, ayez un endroit pour les stocker, classifiez-les comme il faut et surtout, utilisez-les. Là, tu vas sûrement me demander l'automatisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ressemble à quoi concrètement pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Bien, essentiellement, ça peut partir d'un élément déclencheur. Ça part toujours d'un élément déclencheur qui est un visiteur visite son site Internet. Je vais donner un exemple très simple. S'abonne à une infolettre. Là, à partir de là, ça nous dit une certaine intention à avoir des nouvelles de nous. Là, à partir de là, on pourrait déterminer vraiment un arbre décisionnel d'actions qui vont être portées, de dire, bien là, 3 jours après, on va y envoyer tel template de courriel. 7 autres jours après, on va lui envoyer tel autre truc. Puis là, en plus d'envoyer seulement, on peut faire ce qu'on appelle du scoring. Okay? Donc, quand on score associé à un prospect, compte, de dire lesquels seraient théoriquement plus potentiels à faire des affaires avec nous selon certains critères. Puis ça, c'est propre à chaque entreprise. C'est un travail quand même assez rigoureux à faire, là, je vous le dirais, en connaissance de cause, qui nous permettrait de dire, bien, sur un pointage là, étant théoriquement 100 étant la perfection, bien, là, on va déterminer certaines actions avec un pointage. Avec dire, bien, s'il s'est inscrit à l'infolette, ça y fait plus 5. S'il a fait telle autre action, ça fait plus 25, parce que ça, c'est vraiment important. Puis on juge que selon notre historique, quand quelqu'un faisait ça, il devenait client après. Donc, on va attribuer un certain pointage, ce qui va nous permettre au final d'accumuler cette donnée-là. Puis lorsqu'on va regarder l'ensemble de nos prospects qui sont un peu dans la boucle, on va être capable de voir qui est le plus potentiel à devenir client ou à refaire une transaction. Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux clients, mais ça peut être une technique utilisée avec des clients existants. Absolument. On parle beaucoup de upselling, de cross-selling. Donc, ça peut être aussi bien utilisé comme ça. Puis, bien, ça, c'est un exemple concret de qu'est-ce qu'on peut faire. J'aime ça, c'est intéressant. Puis, je veux juste ramener un point, par contre, parce que là, je suis sûr qu'il y en a qui disent « OK, j'aime ça, j'ai envie de faire ça, mais pour avoir l'intérêt, puis je dis pas ça pour un client actuel, je parle plus dans un contexte où on veut attirer quelqu'un, un prospect. En fait, le côté personnalisation, puis le côté stratégique, le fameux hook, là, le déclencheur, l'hameçon qu'on envoie, il doit être réfléchi, pensé et en fonction du consommateur, en fonction du besoin du prospect. Parce qu'on parle de e-book et tout, puis il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, je déteste ça, là, devoir rentrer mon adresse courriel pour avoir un e-book. » Mais moi, personnellement, je déteste ça parce que je me dis « Je me fais tracker. » D'un autre côté, si le e-book m'intéresse vraiment, puis j'ai vraiment envie de le lire parce qu'il va m'amener au prochain niveau, ou si je trouve ça vraiment intéressant pour potentiellement valoriser quelque chose que je fais à l'interne ou quoi pour mes connaissances personnelles,
ça me dérangera pas de le laisser parce que je me dis que je suis vraiment intéressé. Fait que je ramène ça. Tu soulèves un très bon point. J'aime ce que tu dis parce que ça revient à parler de la qualité versus le faire pour le faire. Exact. Chose qui a été faite beaucoup dans le passé, comme bien des choses dans le marketing. Là. Absolument. Qui est que si vous faites ce genre de technique-là, on parle beaucoup de contenu, là, c'est pas nouveau ce qu'on dit aujourd'hui, mais il faut le faire intelligemment, correctement et stratégiquement. Vaut mieux en faire moins qu'en faire plus, puis que ça soit... Boboche. Quand ça on va se le dire, là, on est tous du monde intelligent, peu importe de quelle génération on vient, quel âge on a, on est rendu habitué là, à l'Internet. On sait qu'il y a des choses qui sont un peu plus ou moins fidèles et plus ou moins claires. On est intelligent aussi. On devient des consommateurs plus intelligents. Donc, ça paraît quand c'est de l'automatisation. Donc, pensez pas là, que c'est un scoop, que vous êtes les seuls à faire ça puis que le client s'en rendra pas compte. Il le sait. Donc, moi, c'est souvent même un conseil que je donne puis que je martèle beaucoup quand on prend en charge des séquences d'automatisation comme ça avec des clients. C'est partez avec l'idée initiale que votre client ou prospect est déjà au courant que vous faites de l'automatisation. Essayez pas de faire semblant que c'est... Bon, fait qu'on peut jouer sur la personnalisation, mettre des données, que si son nom, c'est ça, ça va le mettre ça. Puis c'est intéressant, ça emmène une touche... Ça démontre quand même un certain travail, un certain investissement d'un point de vue de l'entreprise à vouloir emmener une qualité à son client. Même si c'est automatisé, oui, mais faire de l'automatisation, ça coûte certains bidous. Il faut avoir des systèmes en place, il faut avoir une stratégie, il faut créer du contenu. Donc, puis là, je parle personnellement, en tant que client, je vois une entreprise qui fait bien son travail. Je sais que c'est automatisé, mais elle le fait d'une façon impeccable. C'est bien fait, c'est au bon moment. Ça en dit quand même beaucoup sur la qualité de l'entreprise, puis c'est moins irritant que ce qu'on appelle les entreprises qui s'acharnent sans relâche. Qui en masse, puis qui bombardent. Puis ça, c'est désagréable. Un mot-clé basé sur l'intérêt devient... Là, je suis un parallèle, je sais que peut-être tu voulais le faire avec notre ancien podcast qu'on a fait ensemble sur les intégrations, faire parler les données, des opportunités d'upsell qui va nous amener peut-être à valoriser des données de consommation en fonction des services et produits. Tu sais, un client qui est fidèle, un client chez vous ou un prospect, peu importe, là, mais je parle d'un client qui est fidèle, qui utilise, qui est content vos services, vos produits, puis qu'on est capable de le savoir, puis dans notre base de données, dans notre fameux CRM, on est capable de baser des intérêts intéressants. Quand on le rentre dans une séquence automatisée marketing, il va recevoir du stock, il va recevoir du contenu qui va l'intéresser, qui va le captiver, qui va peut-être lui donner le goût de faire « Hey, j'ai pas pensé à ça ». Puis au final, tu sais, dans le monde B2B, quand un prospect, un client achète chez vous, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour répondre à c'est une solution à un besoin, une problématique, quoi que ce soit. Fait que quand que tu lance du contenu intéressant, c'est là où ta valeur de ton automatisation marketing prend tout son sens. Tu sais. Exactement. Puis ensuite de ça, j'aime le point que tu emmènes, d'où l'importance d'avoir des systèmes en place, d'avoir une certaine, du moins une portion qui est destinée à calculer, à sonder l'intérêt de son client ou prospect, à sonder la satisfaction vis-à-vis l'expérience qu'on lui a offert, l'expérience marketing, l'expérience client là, au sens large. Ouais. Donc ça, il ne faut pas s'en gêner de... Tu sais, des sondages, des outils, il en existe plein. On peut les centraliser avec un même outil comme les CRM maintenant qui offre cette possibilité-là. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir le suivi, le feedback de ces clients-là, de voir, écoute, comment as-tu trouvé, exemple, ce processus-là entre tu ne connaissais pas puis tu es devenu client. Pourquoi tu es devenu client? Qu'est-ce que tu as aimé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es senti irrité ou au contraire, tu trouvais ça vraiment intéressant de la manière que notre séquence a été faite puis qu'on t'a vraiment alimenté tout au cours sans trop t'agacer? Ça se demande, il ne faut pas être gêné. Bon, ben non, en effet. Puis je pense que ça, il y a un côté personnalisé de le faire, un côté personnel. Ouais. Le rep qui décide de le demander directement, mais ça s'automatise aussi. Ça s'automatise aussi, mais on peut garder un juste équilibre. Après ça dépend des valeurs de l'entreprise. Quand on n'a pas beaucoup de clients ou on est plus sur de la qualité, en effet, je vais prôner quand même l'utilisation des systèmes, mais avec l'aspect humain. Oui. Si on a beaucoup de masse, puis on peut se permettre d'y aller en mode automatique parce que notre nature de contexte d'affaires le permet, on le fait, ça se fait. Mais l'automatisation se personnalise aussi, en fonction de plein de choses. Tu peux quand même rentrer dedans dans ta séquence qui va partir sur 6 mois, par exemple, mais tu vas modifier quelques champs qui est propre à ce consommateur-là direct. À ce niveau-là, ça se fait. Exact. Puis j'aime ça parce qu'il y a une belle statistique aussi qui est une étude de Nucleus Research, là, que l'automatisation du marketing entraîne en moyenne une augmentation de 14,5% de la productivité des ventes et une réduction de 12,2 des frais internes reliés au marketing. Fait que, oui, ça coûte de l'argent faire
ces initiatives-là parce que, bon, il faut que tu produises le contenu. Il faut que tu aies une équipe quand même technique derrière ou une firme externe qui va t'aider à créer ce workflow-là. Oui, en effet. Par contre, c'est pas fait à mitaine à chaque fois. Tu sais, quand le processus part, c'est là où la boucle, quand la machine est partie, c'est là où ça devient intéressant. Il faut que tu l'entretiennes, oui. C'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est de partir qui est difficile. Une fois que c'est parti, tu l'entretiens. Il y a un certain roulement, effet boule de neige. Ce qui réduit un peu les frais reliés au marketing. Puis on parle aussi beaucoup de publicité. Ça coûte cher, la publicité, que ça soit traditionnel, que ça soit numérique. Fait que quand tu valorises ta propre base de données, bien inévitablement, tu mets des efforts sur des choses que tu contrôles un peu plus. Fait que tu es capable de réduire un peu ce montant-là investi en marketing. Puis en plus de ça, tu gagnes en productivité. Fait que l'argent que tu gagnes en productivité, tu le réinvestis dans ton marketing. Au final, tu es rentable dans ces initiatives-là quand tu peux te le permettre, évidemment. Je trouve ça quand même intéressant de le mentionner. Absolument. Puis ça m'amène à parler de quand même deux avantages de cette automatisation-là. Il y a quand même deux résultantes de faire de l'automatisation marketing. De un, on a au niveau de l'information interne. Puis de deux, on a au niveau du marketing, à si bien dire, là, de l'action qu'on va poser. Là, on va utiliser la donnée. Fait que ça peut nous aider en deux sens. Fait que de un, ce que ça va permettre, c'est que, tu te rappelles, à l'épisode précédent, on parlait d'intégration, d'avoir les données centralisées. Donc, il y a certaines choses qu'on doit aller chercher dans d'autres systèmes, comme exemple la comptabilité, les finances, de l'inventaire, quoi que ce soit. Bon, on ne peut pas l'inventer puis l'automatiser. Ça vient de là, l'avantage de l'intégration. Mais ensuite de ça nous donne beaucoup d'informations puis de la donnée d'un point de vue entreprise. Ça nous donne de l'information de la donnée production interne. Mais ensuite de ça, tout ce qui est données clients, des habitudes d'achat, habitudes au niveau de la consommation, des délais, combien de temps est-ce qu'une transaction va prendre avant d'être closée, tout ça, on n'ira pas le chercher dans les systèmes comptables. Tout ça vient de l'humain, vient de l'acheteur, si on peut dire. Donc, l'automatisation va nous permettre d'avoir accès à ces données-là de façon très factuelle et standardisée. Donc, plutôt que d'être sur le côté humain, ça va nous permettre de recueillir ces données-là, dire, là, ça a pris 3 jours avant qu'ils répondent, ça a pris 1 mois, 2 mois, puis on fait le calcul. C'est très chiffre, c'est très direct. Donc, ça va enrichir aussi notre intelligence d'affaires, notre intelligence de vente aussi au sein de ce système-là, le CRM. Donc, on va accumuler de la donnée. Fait que même si on ne l'utiliserait même pas, la donnée, en début d'aller vendre plus ou d'en faire des séquences, juste de passer par l'automatisation nous permettrait de standardiser ces données-là et d'aller chercher, comme je dis, de l'information. Puis ensuite de ça, le niveau encore plus élevé, c'est on a ça. Puis en plus de ça, on est capable de l'utiliser. On va faire du marketing, on va faire du upselling, du cross-selling, on va arriver avec des séquences personnalisées. Donc vraiment, il y a comme vraiment 2 gros avantages à faire de l'automatisation. Puis souvent, on parle du deuxième que je veux dire, donc celui très marketing, mais on oublie de parler de ce que ça peut amener à l'entreprise d'un point de vue interne de faire de l'automatisation marketing. Ce qui revient un peu à ce mot-là de productivité, qu'on améliore ça. Non, c'est excellent, c'est bon. Puis, je le rappelle quand même pour peut-être certains qui nous écoutent, qui trouvent ça intéressant, mais qui sont peut-être pas rendus là. Parce que je le rappelle, pour faire de l'automatisation, tu l'as bien dit, Anthony aussi, il faut de la donnée. Il faut une infrastructure. Tu peux pas pour automatiser, il faut une base. C'est comme une machine. Tu peux pas automatiser une machine si tu n'as pas la machine. On se comprend? Ça serait un peu... Bon point. Ça marcherait pas, mettons. Puis, à ce niveau-là, il faut commencer par avoir un système, il faut avoir une stratégie en place. Nous, à l'interne, on pose un diagnostic de l'expérience client qui permet de regarder chacun un peu des gaps entre les différents départements ou différents flows, en fait, les touch points, si on veut, de l'acheteur. Exact, de l'acheteur pendant son parcours d'achat, si on veut, jusqu'à la fidélisation, le rachat. Puis ça, c'est important de le faire en amont. C'est important de le faire avant. Si on a une plateforme en ce moment, CRM, mais qui ne répond pas à nos besoins, regardez pour potentiellement l'améliorer. Regardez, encore une fois, dans cette sélection technologique-là, regardez où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Je sais que c'est loin, mais pensez-y, parce que là, après, les intégrations deviennent intéressantes pour potentiellement, à un moment donné, exécuter une certaine campagne d'automatisation marketing. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut le prévoir. Il faut bâtir notre machine de guerre. Puis ça se fait bien, mais il faut aussi le faire de façon stratégique. Et voilà. Puis si je peux me permettre de finir sur cette petite citation-là, quand même intéressant, là, pour ceux qui nous écoutent, contrairement à l'automatisation des processus de fabrication, on le comprend, la machinerie, c'est quand même assez important, mais automatiser une machine ou une chaîne de production, ça nous permet de réduire un peu cette main-d'œuvre-là nécessaire. Des journaliers qui doivent
transporter une boîte à un autre. On se comprend? L'objectif, c'est un peu remplacer ça, mais d'utiliser ces personnes-là à valeur ajoutée sur d'autres postes de travail. Okay? Ouais. Mais contrairement à l'automatisation des processus de fabrication, la mise en œuvre d'un système d'automatisation du marketing ne rendra pas le travail du département marketing inutile. T'sais, on ne remplacera pas le département marketing de 5 personnes pour des entreprises qui en ont un à 0 grâce à l'automatisation. Comme je l'ai mentionné, l'entretien de la machine d'automatisation marketing, elle est importante. Il faut créer le contenu, il faut l'optimiser. Il y a des choses, honnêtement, que vous allez faire qui ne fonctionneront peut-être pas. Mais pour ça, on a des graphiques, on est capable de voir si ça ne marche pas, où est-ce qu'on réalloue les ressources. Donc, attention, automatiser les processus de vente et de marketing ne remplacera pas votre équipe. Ça va juste leur donner une valeur ajoutée ou ça va faciliter un petit peu plus leur travail, si on veut, dans les opportunités d'upsell, puis d'aller justement valoriser leur propre base de données. Donc, exactement. Je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner à ce niveau-là. Très bon point. Non, en effet, il y a plein d'avantages à cette automatisation-là, puis moi aussi, je me permets de finir là-dessus. En effet, on pourrait dire que c'est une deuxième étape dans sa transformation, sa transition numérique là, au point de vue de l'expérience client. C'est sûr qu'inévitablement, on va marteler, on va rappeler que s'il n'y a pas un système en place, s'il n'y a pas un CRM, une base de données, comme on peut garder l'automatisation du marketing en tête, c'est un point, mais comme on va y revenir après. Mais ça revient à un sujet clé que je pense qu'on répète, puis que tu répètes depuis le début d'Expérience 4.0, la donnée. Ouais, c'est la base. On n'invente rien, c'est la même chose dans les processus de fabrication, mais c'est aussi la même chose en expérience client, c'est vraiment la donnée. Je pense que vous nous écoutez parler à ceux qui nous écoutent. Si on n'a pas cette donnée-là, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Le jour où on l'a, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. Puis ensuite de ça, elle est relativement, je vais dire, pas facile à avoir cette donnée-là, mais ça se fait. On le fait pour d'autres. D'autres le font par eux autres mêmes. C'est excellent, mais c'est possible. Il faut juste le faire intelligemment, avoir les bons systèmes en place, puis ça revient vraiment à mettre en place une stratégie de numérisation qui fait du sens, puis qui va amener aussi de la valeur à l'entreprise. Oui, carrément. Parce que tout ça, c'est... Tu sais, quand on fait... je finis là-dessus, là, tu sais, ce qu'on parlait au début, là, de dépendre des Google, Facebook, de ce monde pour faire des annonces. Tu sais, c'est leurs données. Eux, là, ils les vendent. Ils en font en maudit de l'argent en les vendant ces données-là. Tu sais, vous le savez un peu. Si on est capable d'avoir nos propres données, puis je dis pas dans le but de les vendre à quelqu'un d'autre, mais on les a pour nous-mêmes, le jour où, peut-être c'est pas votre but actuellement, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas, vous voulez peut-être vendre l'entreprise ou grossir ou quoi que ce soit, ça reste une valeur ajoutée, ça reste une valeur que vous avez dans l'entreprise d'avoir cette donnée-là, parce qu'elle vaut de l'argent. Elle vaut de l'argent pour un compétiteur aurait cette infrastructure-là que vous auriez montée pendant 2-3 ans, bien, ça vaut de l'argent. Ça se vend, ça se monétise. Donc, il faut le voir aussi comme c'est rendu vraiment un investissement aujourd'hui, la donnée, au-delà de ce qu'on va de comment on va l'utiliser par la suite. Je trouve ça important de le dire parce que des fois, on s'y perd un peu puis on reste dans le volet. Dans des initiatives, dans des tactiques, mais l'infrastructure numérique, technologique de l'entreprise dans laquelle on y retrouve la donnée n'est pas à négliger. T'sais. Puis je le sais qu'il y en a qui sont un peu plus frileux par rapport à ça, mais c'est important. Puis il y a différentes échelles, différentes étapes à y atteindre. Puis encore une fois, on est là aussi pour vous aider, mais il existe aussi d'autres firmes. N'hésitez pas à demander. Le plus difficile, c'est de commencer. C'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. Ça devient de plus en plus facile, plus on grossit. C'est comme les premiers employés. Le premier et le deuxième sont toujours difficiles, mais on va parler à des grands qui ont réussi. Passer de 50 à 100, c'est pas ça qui est le plus compliqué parce que la structure se crée par elle-même. C'est la même chose en expérience client, c'est la même chose en technologie, en données. C'est de commencer qui est le plus difficile, mais une fois que les bases sont là, on bâtit dessus. Très bien dit. Merci encore, Tony, pour ton expertise au sein d'Expérience 4.0. Bon, ça conclut un peu ce volet-là de l'automatisation marketing. Pour ceux qui nous écoutent, on va en faire d'autres capsules sur ce sujet-là ou d'autres connexes, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web, lacoste.com, sur lequel, évidemment, on va avoir une belle plateforme de contenu qui va regrouper le podcast, des bons articles aussi en lien avec nos sujets de podcast. On va aussi recevoir d'autres invités, des experts dans l'industrie sur Expérience 4.0, même des présidents d'entreprise qui vont parler un peu de leur terrain en termes de machinerie, même de logiciels. Donc, restez à l'écoute, n'hésitez pas, là, en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Hein? Encore une fois, il est important, si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre infolette et à notre podcast. Comme ça, vous allez recevoir les nouveaux épisodes par courriel. Puis encore une fois, peut-être vous allez rentrer dans notre boucle d'automatisation marketing, mais ça va être du sujet qui vont être intéressants. Donc, encore une fois, je le mentionne. L'honnêteté. Absolument, je le dis. Je vous regarde, je le dis pour ceux qui nous regardent. Donc, là-dessus, je vous dis à la prochaine, puis bon prochain podcast. Yes.